Salut Adrien, comment vas-tu? Salut Rafik, ça va très bien et toi la forme? Eh ben, très bien, très bien. Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes de ton temps, de ton agenda, dans ton agenda pardon, bien rempli, pour nous parler un peu de bouquins, littérature sportive et nous repartager un peu ton parcours. Bah écoute, avec grand plaisir, tu l'as dit, voilà, l'agenda, le calendrier est toujours chargé, mais moi ça me fait toujours plaisir de faire des interviews avec des passionnés comme toi, parler en plus littérature foot, ça m'arrive pas tous les jours, donc évidemment pour le faire, moi je suis grave partant. Très bien, merci encore une fois. Du coup, Adrien, on te connaît plus sous ton nom et pseudonyme sur Feu l'oiseau bleu, pardon, maintenant X et dans différents médias, notamment hors jeu. Est-ce que tu peux te représenter pour celles et ceux qui aujourd'hui ne te connaîtraient pas? Ouais, bien sûr, pas de souci. Bah, je m'appelle Adrien alias Scipion, j'ai 31 ans, je suis journaliste sportif, j'ai travaillé pour France Foot, RMC, Goal.com, Le Point. J'ai également, voilà, comme tu as dit, des collaborations sur Internet avec hors jeu. Tout récemment, je suis devenu commentateur pour la Ligue 1 sur DAZN avec DataZone, un concept où avec Braque, voilà, on parle de matchs de foot en donnant des stats, un peu de data, donc c'est un concept assez inédit, inouï. Et puis voilà, à côté de ça, je suis assez actif, je fais pas mal de choses en lançant, voilà, évidemment mes propres émissions sur Formation FC, sur YouTube. Donc voilà, je suis un petit peu partout pour parler de notre si beau sport. T'es un peu le box-to-box 2.0 du milieu footballistique et de l'actu footballistique. C'est ça, ouais. Et c'est peut-être la seule fois de ma vie où je vais me comparer à Pedri, mais je vais me comparer à Pedri, tu sais, quand il avait terminé totalement cramé aux Jeux Olympiques et que cette tête où il avait les yeux tirés et tout, il était fatigué au possible. Mais bon, comme tu le sais, c'est de la très bonne fatigue, évidemment. J'exagère parce que c'est avant tout un métier passion, un métier plaisir. Donc, il y a vraiment pas de quoi se plaindre et voilà, pouvoir vivre de ça, c'est évidemment un gros, gros kiff. Et justement, on va maintenant, enfin, le but du jeu de ce podcast, c'est de voir un peu tout ce que la lecture et la littérature au sens large, ça peut apporter à un parcours professionnel. Toi, au niveau de ton rapport à la lecture, de ta jeunesse à aujourd'hui, est-ce que tu as été un grand lecteur étant petit ou pas du tout? Alors, j'ai été un lecteur de presse. Moi, j'avais déjà ce côté un petit peu intrigué par la presse papier. Donc, j'ai acheté 11 Mondial, j'ai acheté France Football à l'époque où il sortait deux fois par semaine. C'était la tradition avant d'aller au lycée le mardi et le vendredi. Donc, voilà, ça m'a toujours accompagné ça. Acheter pas mal de magazines. Pour ce qui est plus de la littérature, c'est venu, on va dire, à peu près à l'âge adulte où j'ai commencé à lire que ce soit des bouquins de foot ou même dans d'autres styles. Mais vraiment, depuis assez petit, tu vois, j'ai été attiré. Alors évidemment, avant, si on remonte à très très loin, il y avait aussi le journal de Mickey, il y avait J'aime lire, il y avait ces références-là. Mais la littérature foot, ça a d'abord commencé par ce rapport à la presse papier, les magazines. Évidemment, il y a SoFoot qui est venu ensuite. Donc voilà, c'est comme ça un petit peu que j'ai pu avoir ce premier contact. Très bien. Et au niveau bouquin à proprement parler, quelle était la dernière lecture de livres sportifs que tu as pu te faire? Alors, le dernier bouquin que j'ai lu au niveau de la littérature foot, je vais juste retrouver le nom parce que j'ai pas envie de l'écorcher, qui était très intéressant. C'est le livre du préparateur physique Fabien Richard, qui a notamment accompagné Siro Guirassi, Johan Cabaye, Rémi Camella. Donc Fabien Richard dans les coulisses du succès des footballeurs chez Talent Sport. C'est le genre de livre où je me dis, bon, évidemment, je suis très intrigué par ce qui se passe dans les coulisses des clubs, la prépa des joueurs, comment tu sais, aller chercher les petits détails qui peuvent te faire basculer du bon côté, gagner des matchs, des compétitions. Et j'ai reçu ce livre de la part de Talent Sport et en fait j'étais assez intrigué en me disant bah tiens qu'est-ce que ça peut donner finalement un livre de préparateur physique, est-ce que ça va être 300 pages où je vais être inondé d'informations sur tu sais des données de course et tout, ça pourrait me paraître un peu abstrait et en fait il a pris un très bon biais, c'est qu'en fait il a raconté son parcours à travers finalement les joueurs qu'il a rencontrés, les joueurs qu'il a coachés et à chaque fois comme c'est des grandes carrières, il y a aussi du Riyad Mahrez, du Sadio Mané, finalement tu te retrouves avec un livre où tu as plein de chapitres, à chaque chapitre c'est un joueur donc c'est
un parcours différent, on les connaît plus ou moins, et je trouvais que sa manière d'aborder le sujet était assez pertinente. Et tu vois, voilà, pour ceux qui s'intéressent à la prépa physique, mais aussi aux histoires un peu détonnantes, à des focus de joueurs qu'on connaît tous, je trouve que le livre c'était pas un exercice simple, mais je trouve qu'il a plutôt bien amené, ouais. Parfait. En plus, si mes souvenirs sont bons, tu as fait un numéro spécifique dans le formation essai, justement dévolu à ce livre-là. Et dans le bouquin également, on a d'autres disciplines qui sont peut-être abordées parce que dans son parcours, il a eu du Batum, il a C'est eu ça. enfin d'autres du Des cyclistes. aussi, voilà, tout à fait. Donc c'est- c'est- ça peut être intéressant de voir justement quels sont les points convergents entre les différentes disciplines sportives pardon, et puis comment il arrive justement à adapter sa méthode en fonction des caractéristiques des uns et des autres. C'est ça, tout à fait. Très bien. Et du coup, toi, aujourd'hui, est-ce que quand tu lis, ça se passe comment? Est-ce que tu as un spot entre guillemets préféré ou c'est entre guillemets optimisation toujours du temps et de l'espace et puis c'est quand l'occasion te le permet que tu te plonges dans un bouquin? Alors c'est très intéressant ça parce qu'évidemment, comme tu le sais, j'ai des journées qui sont assez chargées, mais je voyage pas mal, notamment des déplacements en train. Et en fait, je me dis que comme j'ai une grosse consommation des écrans, que j'ai pas trop envie de fatiguer, ouais, j'ai récemment eu des lunettes, voilà, protection d'écran. On devient des personnes âgées, graphiques. Je me suis dit qu'en fait, les 2 heures de train, bah, j'allais éviter le max de prendre mon portable, de regarder l'ordi ou quoi. Et vraiment, ça me sert à de la lecture. Donc ça peut être lecture d'un magazine, ça peut être du SoFoot, ça peut être un magazine voilà d'histoire qui est mon autre passion, mais surtout j'aime bien ouais avoir un bouquin donc minimum à chaque fois dans mon sac je prends un livre. Alors je te garantis pas qu'à chaque fois je vais aller lire beaucoup de pages, mais c'est je me dis en fait j'ai un créneau qui est idéal pour s'adonner à ce plaisir-là et on va dire que mon spot principal c'est le train, c'est les transports. Après, si jamais le livre me passionne davantage, bah, je te le dis, je vais le lire chez moi, je vais le lire dans ma chambre, je vais le lire un peu dehors, tranquille, sur la terrasse, enfin, genre en profiter pour voilà, explorer davantage. Mais vraiment, moi, si je devais te dire à 80%, c'est le train, ouais. Très bien. Et au niveau des disciplines, on sait que tu es très marqué foot. Est-ce qu'il y a d'autres disciplines qui ont titillé ta, ta curiosité et qui t'ont, on va dire, généré l'achat ou la lecture d'autres livres? Ouais, tout à fait, parce que bah, par mon métier, je reçois certains livres par des éditeurs bah, que je salue parce qu'ils font un gros boulot monstre. Et des fois, je sais que j'arrive pas forcément voilà, transformer les livres reçus en articles parce que c'est pas évident de convaincre des fois. Mais quoi qu'il arrive, je lis la plupart des livres que je reçois. Et forcément, il n'y a pas que des livres de foot. Pour te donner 3 exemples de livres qui m'ont beaucoup intéressé, tu as eu la biographie, l'autobiographie de Luc Leblanc, le cycliste consultant RMC, avec vraiment une aventure assez formidable. Il a été bah, notamment un coureur dans une des équipes de Bernard Tapie quand il était voilà patron d'une équipe cycliste. Il a connu le dopage, il a connu des grosses blessures, il a connu un titre de champion du monde. Enfin, et moi qui étais J'aime bien le vélo, mais je suis pas un passionné, un féru au point de regarder toutes les étapes. Je trouvais que c'était très bien raconté, que c'était un vrai beau parcours avec une histoire assez difficile au départ, donc je trouvais ça bien. Ensuite, le livre de Gilles Simon. Gilles Simon, pour ceux qui connaissent le tennis, c'est au-delà d'avoir été un vrai bon joueur, peut-être qu'il n'a pas eu le palmarès qu'il méritait, tout ce qu'on veut. Par contre, c'est vraiment une grosse tête, quelqu'un qui pense, qui réfléchit beaucoup sur le sport et sa discipline. Et son livre, ça se ressent bien, toutes ces bonnes pensées qu'il a pu exprimer dans certaines interviews. Et là, c'est un condensé de centaines de pages où il revient là-dessus et je trouvais ça fort. Et après, je trouve que c'est un sport qui se prête très très bien là-dessus parce que c'est beaucoup d'histoires fortes. C'est bien sûr le basket, la NBA et le livre de Phil Jackson, le coach des Lakers, le coach aussi des Chicago Bulls de Michael Jordan. Pour ceux qui aiment ça, que ce soit les grandes épopées, les grandes histoires, puis aussi bah, tout simplement un petit peu de l'évolution tactique du basket de la NBA, lui, comment il a perçu ça. Ouais, je trouvais que c'était assez fabuleux. Donc voilà, 3 exemples, on va dire, hors foot. Très bien. Bah, dernière mention sur le livre de Phil Jackson, très très bon bouquin. Et au-delà de l'aspect sport, le côté management
Il est extrêmement poussé dans ce livre-là. Il y a pas mal de clés pour toutes les personnes qui sont amenées à encadrer des équipes en hiérarchique ou en fonctionnel, qui sont très intéressantes et grosse recommandation lecture parmi les trois livres que tu viens de citer. Le livre sur Phil Jackson, ma petite préférence. On est d'accord. Derrière maintenant, est-ce que toi, tu peux, du coup, nous dire un peu davantage comment ça s'est fait, le personnage Siponista. Donc, je suppose que c'est par rapport au personnage historique, et j'en déduis, vu l'échange qu'on a eu il y a quelques minutes sur tes lectures au niveau de l'histoire, et au niveau de ton aventure sur Twitch, que ça soit sur ta chaîne ou avec l'offre entre guillemets et le contenu hors jeu, comment s'est fait la connexion avec le reste des membres des équipes et toi, à quel moment tu t'es dit, allez, Bamos, on se lance dans le 2.0 et la création de contenu avec Twitch par exemple. Alors écoute, comment ça s'est fait tout ça? Moi, à la base, c'est vrai que je suivais mes études d'histoire, puis après à l'école de journalisme. Et en fait, je suis arrivé sur Twitter parce qu'il y a quelques copains en fac qui en parlaient. Je me suis dit, c'est intriguant, intéressant. On va dire que je suis devenu, voilà, un compte un peu plus populaire à partir de la Coupe du Monde 2014, puis de fil en aiguille, voilà, le nombre d'abonnés a grandi. Et finalement, à la base, Twitter, je prenais ça pour un espace, on va dire, récréatif. C'était vraiment l'occasion de faire des blagues, se chambrer. J'ai toujours essayé de garder cet esprit sans insulte, sans vulgarité. Je pense que c'est quelque chose d'important pour qu'on se guide et puis qu'on se divertisse. Et puis de plus en plus, je me suis dit, ouais, c'est vrai aussi que les gens, ils apprécient m'entendre parler de foot. Donc je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas aussi faire aussi des analyses. Et puis, bah, petit à petit, je me suis dit que Twitter, c'était parfois limité, du 140, du 280 caractères. Donc, on va dire que la première étape, ça a été de faire kick-off avec Alex de Castro au moment voilà, de l'année 2020, les confinements, tout ça. C'est là où on a lancé un espèce de talk hebdomadaire chaque dimanche. On réagissait à l'actualité. C'est la première fois, tu vois, que je suis apparu face cam. Et ensuite, voilà, on a fait ça. On a fait des émissions avec la Ligue, hors jeu. Je suis arrivé en avril 2022 dans leur équipe. J'étais titulaire à partir de la Coupe du Monde au Qatar. Et puis voilà, moi de mon côté, j'avais déjà lancé Formation FC en me disant, bah tiens, j'adore le podcast, je suis un gros consommateur et Mm. j'aimerais parler foot et surtout donner la parole à des personnes qui sont dans le milieu de la formation, des éducateurs, des jeunes joueurs. Je trouve ça hyper intéressant de leur tendre la main. Et après, il y avait ce besoin, voilà, peut-être aussi de faire des contenus Twitch ou YouTube en disant c'est bien la vidéo également. Donc je suis un petit peu dans tout ce milieu-là, en sachant que j'aime bien faire évidemment, comme mon championnat c'est la Ligue 1, j'aime bien faire, tu vois, des débriefs, réagir et tout. Mais je suis aussi en mode, c'est vrai que les formats longs, faire un peu de rétro, prendre du recul, j'adore ça aussi. Donc Mm. tu vois, il y a beaucoup de choses en fait à chaque fois à analyser, du temps froid, du temps chaud, de la réaction, prendre du recul, c'est pas du tout évident. Mais après, j'ai la chance, comme je te dis, d'avoir plusieurs supports pour le faire. Donc après, c'est à moi de m'adapter et de pouvoir voilà, parler de tout ça en mode intelligence. Et vu que tu as différents supports, comme tu l'as dit tout à l'heure, le calendrier, vu que tu couvres une activité qui ne s'arrête presque jamais, est-ce que tu pourrais éventuellement nous décrire une semaine type d'Adrien et nous montrer un peu comment tu t'organises pour proposer ton contenu, qui soit écrit, qui soit digital, ou tes participations sur DAZN récemment? Ouais, exactement. Alors moi, je vais commencer, on va dire, ma journée le dimanche, parce que là, ça tout se joue un petit peu de ces dimanche-lundi, parce que dimanche, je commente du coup le match du dimanche soir sur DAZN avec Braque dans DataZone. Donc voilà, je prépare ça, on va dire, assez attentivement, noter les stats, les informations intéressantes, les optafacts, repérer un petit peu les données sensibles qui pourraient être pertinentes de réciter à l'antenne. Le dimanche, c'est aussi un édito à écrire pour Le Point, ce qui s'appelle le tacle du lundi, où selon l'humeur du moment, on peut réagir un petit peu à ce qui se passe, prendre du parti pris. C'est pas seulement parce que ça s'appelle le tacle que je vais être très négatif, ça peut être aussi valoriser certaines choses qui se passent bien. Donc voilà, il y a ça à prendre en compte. Ensuite, bah, lundi, je tourne mon débrief Ligue 1, je fais hors-jeu. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis que dimanche, lundi, c'est là où je fais la plupart des choses. C'est les journées qui sont les plus chargées. Et après,
Le reste, ça va dépendre un petit peu en fait du calendrier. Si c'est semaine de Ligue des Champions, je sais que je vais avoir une émission en milieu de semaine débrief avec hors-jeu. Moi-même, j'aimerais bien en faire aussi sur ma chaîne. Enfin, tu vois, pouvoir en parler comme Mm. ça avec ma communauté. Après, écoute, tout va dépendre des articles à écrire pour Le Point, des cours que je peux donner aussi en des cours de journalisme en école de commerce, la vidéo que je vais tourner. Après, c'est vraiment à moi de m'adapter selon, tu vois, l'actualité ou mon envie de faire, comme je t'ai dit, un sujet un petit peu plus au calme, à froid. Et voilà, pour résumer ma semaine type, c'est s'adapter par rapport à la densité de match qui se propose à nous. Et comment on arrive justement à lier quantité et qualité et ne pas perdre entre guillemets de peps et d'influx, que ça soit nerveux et en termes aussi de créativité derrière. Ouais, je vais te dire quelque chose d'assez bateau, mais prendre du recul. On est dans un sport qui a énormément changé, pour ne pas paraphraser un certain Kylian M, avec Hum, cette idée derrière que on a tellement de matchs et de contenu que moi, en fait, pour ne pas, tu sais, ressentir une sorte d'overdose, justement, je vais couper par rapport au foot. Et je sais qu'il y a de très très bonnes émissions. Le Club des Cinq, le Winamax FC, les vidéos de Willow, de Stan, de TNF, BR10, enfin, Max de foot, les cours de foot, on a la chance, avec The Castron, on a la chance d'avoir énormément de bons créateurs de contenu, je trouve. Mais moi, perso, comme je consomme beaucoup de foot, j'en regarde et j'en parle, moi, justement, entre une bonne série et une heure de débrief, je préférais regarder une série parce que j'ai pas envie, tu sais, d'être dans la tête dans le guidon et de, tu sais, me hum. engranger parce que sinon, je vais me retrouver vraiment avec un mal de crâne. Et par contre, oui, s'il y a des très très bonnes émissions, enfin s'il y a des invités et tout, genre par exemple, voilà, quand ils ont reçu Julien Stéphan, par exemple, le Club des Cinq, bien Mmh. sûr, c'est ça que je vais écouter. Quand Zach il reçoit Djibril Cissé ou Sarri Nasri, évidemment que je vais l'écouter, mais pour ce qui est, tu sais, vraiment du débrief, comme moi j'en fais déjà, j'ai pas envie, tu vois, de me rajouter. Donc je pense que je vais pas dire le secret, mais le truc pour garder la flamme, parce qu'on est dans un monde où on a tellement de matchs, on a une chance par rapport à nous, tu sais, qu'on a connu une époque où c'était plus rare de Mmh. pouvoir voir tout ça. Ah, mais moi, j'ai pas envie de le prendre comme un, tu sais, un sentiment de lassitude. Et je me dis, je préfère, tu vois, regarder les matchs qui m'intéressent, débriefer ce qu'on me demande, et après, à côté de ça, on respire, on se change les idées, et après, on repart sur la semaine suivante ou les matchs de Ligue des Champions qui arrivent. Très bien. Et justement, au niveau de tes productions, est-ce que dans une de tes lectures, ça t'a apporté quelque chose, on va dire la lecture au sens large pour ben, la structuration de tes discours, ben, au niveau de l'écrit, je pense que peut-être ça peut aussi affûter ta plume, toutes les lectures que tu as pu engranger sans forcément tomber pardon, dans du mimétisme, mais peut-être t'aider à justement avoir un style singulier et te démarquer. Non, non, c'est une bonne réflexion parce que on parle d'un métier littéraire, le journalisme en fait partie, le sport, la littérature sportive, ça existe depuis je ne sais combien de temps, et je l'ai dit à mes étudiants récemment, prenez les premiers combats de boxe, les grands combats de boxe, au premier rang des combats de Marcel Cerdan, de Mohamed Ali, vous aviez énormément d'écrivains de renom, enfin, il y avait du Hemingway, il y avait vraiment des personnes qui comptent dans la littérature au-delà du sport, parce que, bah, évidemment, tu as tellement d'histoires à raconter en partant du sport, que ce soit l'environnement, le contexte, le public, le coach, le match, les adversaires. Enfin, il y a tout qui peut, enfin, faire un bon roman, une bonne histoire. Après, c'est à nous, tu vois, de prendre les bonnes formules. On dépend aussi un petit peu de l'ambiance du moment. Mais c'est vrai que plus on lit, plus on peut avoir, comme tu dis, de références littéraires. Après, moi, dans mon style-là, qui est peut-être un petit peu, on va dire, de temps en temps, on va dire piquant, qui peut aller un petit peu chambrer. C'est vrai qu'un style comme SoFoot, dans la Mm. légèreté qu'ils peuvent aborder des fois, ça m'a servi, mais je trouve que l'équipe fait aussi de très très bons éditos. Euh, Après, dans la littérature hors magazine presse, je pense que quand on parle de livres, ce qui va plutôt m'intéresser, ça va être évidemment des bons entretiens, des confidences de coach. On a des livres qui existent sur ça et des bonnes biographies, tu vois, les biographies de Cruyff, d'Ibra, de Cantona. Ça, c'est des livres que je trouve assez riches parce que bah, ce sont des histoires, tu vois,
à l'échelle du football qui sont un petit peu hors du commun et ça permet de te nourrir. Oh, parfait. Et du coup, toi, au niveau de justement de la lecture et pour continuer dans ce côté-là, est-ce que, on va dire, il y a eu une lecture qui a fait changer un point de vue que tu avais, un point de vue qui était, plutôt arrêté, une idée, très, on va dire très arrêtée et à la lecture de contenu, que ça soit bouquin ou plusieurs articles, ça a pu changer ton point de vue et «l'ajuster» entre guillemets? Je sais pas si ça a pu changer, par contre, il y a une forme d'ouverture d'esprit. C'est vrai que quand il y avait des pages, tu sais, foot étranger dans France Foot, quand Mmh, SoFoot faisait des sujets rétro sur des équipes allemandes un petit peu oubliées, ça, j'adore, tu sais, ce genre d'histoire, un petit peu de culture foot, qu'on a tendance parfois à mettre loin, loin dans la boîte à souvenirs. Et c'est pour ça, moi, tu vois, par exemple, que je fais je pense, sur Twitter, les gens, des fois, ils disent, ah, tu fais ça pour les stats, ah, on s'en mmh, fout, ce mec et tout, même sa mère, elle pense pas à lui. Mais en fait, tu vois, quand je pense à un joueur, par exemple, quand je pense à un Ivica Olic, tu vois, parce que ça m'arrive comme ça. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est plus les réponses des gens, les interactions. Ils disent, ah, bah, Ivica Olic, ça va me faire penser je sais pas, à Mandzukic, à Timo Tchouk, à Mladen Petric. En fait, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ce côté un petit peu souvenir d'anciens pour voir un petit peu l'étendue de la culture foot, des fois, des gens. Et après, non, sinon, il y a un truc récemment, c'est vrai qu'on ça nous a beaucoup forcément attristé, c'est la disparition de Didier Roustan. Et mmh. parmi toutes ces contributions qui sont immenses, et je pense qu'on a tendance à ne pas le mettre assez en avant parce qu'on a évidemment son podcast, on a ses interventions à la télévision, on a voilà tout ce qu'il a pu faire récemment à l'équipe, mais c'est aussi tu sais comment il écrivait dans différentes revues. Et par exemple, c'est vrai que je suis tombé sur Didier Roustan qui raconte la Coupe du Monde 86. Ça parle de jeu, quoi. Mais déjà à l'époque, je trouvais que c'était super intéressant. C'est que le match, il est raconté à travers le prisme du jeu, de la tactique des joueurs. Ce qu'on a des fois tendance malheureusement à mettre de côté, mais je dis pas tout le monde, hein, mais c'est vrai que quand on fait des débats, des analyses, en fait, la base du foot, c'est ce qui se passe sur le terrain. Évidemment, il peut y avoir des à côté, de l'énervement, des trucs un petit peu surnaturels qui peuvent se dérouler, mais la base, c'est vrai que Diego Rostand, il nous l'a rappelé à tous, c'est le ballon et ce qu'en font les joueurs, quoi. Donc ça, tu vois, ça m'a rappelé que quand même c'était quelque chose tu sais, qui devait nous guider, quoi. Quand on parle de foot, toujours avoir cette idée du jeu derrière la tête. Tout à fait et puis son émission qu'il faisait sur, la chaîne L'Équipe à l'époque, je sais pas si tu t'en souviens, c'était une quotidienne je crois, sur le en semaine, où il faisait des premières palettes mais, sur papier en fait. Il te Oui, sortait un c'est A4 vrai. blanc et il te faisait des croquis et tout, c'était assez déroutant mais hyper passionnant. C'était voilà, grand monsieur. Ouais, comme tu dis, grand monsieur. OK et maintenant du coup, tu nous dis, enfin tu nous as dit au cours de l'échange pardon, que tu dispenses des cours, dans des écoles de commerce, au niveau du journalisme. Il y a des personnes qui veulent vivre, on le sait aujourd'hui de sa passion, c'est c'est un des moyens de on va dire, s'en sortir, d'allier passion et travail. Toi, quel conseil tu donnerais pardon, à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le journalisme sportif pour qu'il puisse surmonter les écueils que toi, tu as pu peut-être rencontrer sur ton parcours? Alors écoute, ça tombe très très bien cette question parce que figure-toi qu'on la pose souvent et notamment de la part de jeunes étudiants ou apprentis journalistes. Et dis-toi, j'en ai carrément fait une vidéo sur YouTube parce que je trouvais ça bien, tu sais, de Mmh, rassembler tout ce que j'ai pu avoir. Donc sur ma chaîne YouTube, il existe une vidéo, littéralement, ça s'appelle 10 conseils pour devenir journaliste sportif. Je vais pas juste faire, voilà, je vais pas renvoyer vers la vidéo, mais je vais peut-être répéter certaines choses que j'évoque dans cette vidéo. Mais moi, je pense que la polyvalence est super importante pour s'en sortir dans ce milieu parce que c'est un milieu, tu l'as dit, où c'est pas évident de s'en sortir, c'est précaire, il y a une grosse concurrence, le carnet d'adresses, tout ça. Enfin, voilà, faut connaître du monde. Moi, il y a un intervenant à l'école qui nous disait souvent,
voilà, vous allez passer en moyenne 5 années de galère avant de trouver quelque chose de stable. Moi, j'ai pas eu forcément 5 années de galère. Il y a eu des années qui ont été compliquées financièrement, au niveau du chômage et tout. Mais voilà, je pense qu'en moyenne, c'est pas mal ce que rencontrent les jeunes journalistes. Après, moi, comme je te dis, la polyvalence, c'est quelque chose qui doit guider parce que tu as une double polyvalence. Tu as d'abord les formats que tu maîtrises. Si tu es un jeune qui sait poser sa voix pour de la radio, qui sait monter, qui sait s'exprimer devant une caméra, qui sait écrire, que ce soit format papier ou format web, déjà, tu auras plus de chances, je pense, de pouvoir aller partout. Ce qui signifie qu'évidemment, tu peux être très très fort quelque part. Par exemple, si tu es un crack, voilà, si tu passes très très bien à l'antenne, si tu es vraiment quelqu'un qui a une aisance à t'exprimer devant la caméra, c'est un atout incroyable. Ce qui ne veut pas Mm. dire que tu dois sous-estimer l'importance de l'écrit ou du montage radio, par exemple. Et dans l'autre sens, l'autre polyvalence, c'est avoir plusieurs sports. C'est très très bien de connaître le foot, d'être voilà féru d'actualité parce que bah, c'est le sport qui domine 90% de l'actualité. Mais dans certaines rédactions, notamment tu vois la presse quotidienne régionale, là on va avoir besoin de toi pour peut-être faire un compte rendu de rugby, de hand, de basket, de volleyball. Et là, on te demande pas encore une fois de réciter 80 ans de champion de top 14, mais au moins de connaître les règles, les tendances du rugby, tu vois, ça peut être un atout supplémentaire. Donc ouais, si je devais vraiment mettre un truc en avant, c'est cette espèce de double maîtrise qui est un petit peu propre au journalisme Très bien. sportif. Oh, très bien. Bah, de toute façon, on relayera aussi à la moment de la publication de cet échange, on renverra dans la Descro le lien vers ta vidéo, comme ça, hein, pour les petits frères et les petites sœurs qui nous écoutent, au moins elles auront des contenus, on va dire, un peu plus poussés que le petit échange qu'on vient d'avoir là-dessus. Et du coup, toi, demain, on te retrouve. Est-ce que tu peux représenter de manière succincte là où on peut te retrouver et à quelle fréquence, s'il y a des fréquences arrêtées, entre guillemets. Ouais, bien sûr. Alors moi, on peut m'écouter sur tous les lundis 18 h sur Enjeu, donc Twitch et YouTube. On a également DAZN, donc le match du dimanche soir avec DataZone, un concept avec Braque où on parle bah, de la rencontre phare de Ligue 1 en ayant des stats, des data sur les équipes, les individualités. Après, moi, vous pouvez me voir, enfin me regarder sur mes différents contenus, que ce soit Formation FC en podcast. Bah, d'ailleurs, c'est vrai que j'arrive plus trop à publier. C'est pas l'envie qui manque, c'est plus le temps. Mais ne vous en faites pas, j'abandonne pas évidemment le projet, mais je pense plus, c'est peut-être à coupler les deux. Voilà ce que je peux faire par rapport à l'actu et Formation FC. Je pense que à terme, j'aurai qu'une seule émission parce que sinon, enfin, je pense que ça me facilitera la vie. Mm. Débrief Ligue 1, débrief Ligue des Champions, et puis vous pouvez me lire sur Le Point également. Donc voilà les différents formats ou plateformes où on peut me retrouver. Très bien. Tu nous as cité plus tôt dans l'échange trois livres qui t'ont marqué. Est-ce que tu aurais trois autres bouquins à recommander pour quelqu'un qui souhaiterait avoir des lectures pour les vacances qui arrivent ou pour quelqu'un qui voudrait renouer ou commencer faire ses premiers pas dans la littérature? Oui, bien sûr. Alors écoute, je vais commencer par une biographie, celle de Socrates, docteur Socrates, le Ça, frère de Rail, légende du Brésil, qui a été footballeur, qui a été médecin. Et quand je te disais que dans le sport, le foot, on avait des histoires qui étaient quasiment des romans, la vie de ce gars-là, c'est très clairement le cas. La démocratie corinthienne, comment dans une dictature comme le Brésil, à partir de batailles pour son équipe, ça a aussi eu un impact derrière sur la vie politique, sociale, économique du Brésil. Et puis lui, son aura, le fait que voilà, c'était un personnage qui a eu voilà des tourments, mais qui était un génie du football, qui avait aussi cet engagement médical. Enfin, vraiment, c'est une carrière unique. Et voilà, je sais que c'est Andrew Donny, un auteur britannique, qui l'a écrit. Et vraiment, je crois que c'est une des premières biographies foot que j'ai pu lire et j'ai adoré. J'ai adoré parce que, comme je te dis, on dirait presque une fiction tellement la vie de ce gars, on se dirait c'est pas possible d'avoir été à la fois un joueur majeur, mais aussi autant impliqué. Et ça rejoint ce qu'on a déjà pu dire, que je pense qu'on va être d'accord tous les deux, Rafik. Non, voilà.
le foot, bien sûr qu'il est politique, bien sûr qu'il y a des Mm. enjeux derrière qui en découlent et que c'est pas parce qu'en Ligue 1, on se contente de parler des résultats que derrière, il n'y a pas d'autres enjeux. Par contre, dans certains pays, ça dépasse très clairement le cadre du terrain. Ça a mené à des batailles, ça a mené à des conquêtes sociales, à des acquis. Ça a même évité à certaines choses. Tu vois, Didier Drogba, la guerre civile en Côte d'Ivoire. Enfin, Mm. ça, on mesure peut-être pas assez l'importance du foot dans certains pays et ce que ça peut avoir comme conséquence. Donc ouais, Docteur Socrates, là franchement c'était une des meilleures bios que j'ai pu lire. Ouais, parfait, très bien. Et tu aurais deux autres petits livres ou on passe à une autre question? Ouais, bien sûr, ouais. J'ai comment regarder un match de foot de nos Mm. amis les cahiers du foot avec toute la belle bande Raphaël Cosminis, Gilles Jouan, Christophe Koechli et Julien Maumont qui est aujourd'hui analyste au Havre avec la participation de euh, de Christian Gourcuff, parce que c'est un livre qui est très intéressant sur la tactique, sur les petits détails, sur des stats, sur beaucoup de belles choses qu'on a peut-être parfois tendance à ignorer, mais je trouve que voilà, le concept du bouquin s'y prête bien avec une écriture assez légère, assez fluide. Ça m'avait pas mal intéressé, puis même, bah, tu vois, Cahier du foot, c'est évidemment une des autres références que j'ai pas évoquées parce que Mm. voilà, je l'ai malheureusement oublié et c'est malheureux, mais ça a aussi été un site majeur dans mon apprentissage pour aussi ce côté un petit peu chambreur, piquant, qui était très très bien construit et je trouve que c'est un livre qui amène bien voilà une certaine comment dire vulgarisation de la data parce que voilà il est évidemment dans ce sens très intéressant. C'est le premier bouquin d'une longue série, enfin du moins c'est pas une trilogie, mais je sais pas comment on peut le nommer. Je l'appelle le carré magique de la littérature footballistique. Donc, si on peut se faire après derrière les entraîneurs révolutionnaires, l'Odyssée du 10 et comment gagner un match de foot, Oui, là on est plus que bien. et je vais te donner Euh, un dernier oui, livre qui est plus, très bien. on va dire, un aspect management éloigné du terrain, pas le manager, genre le Sir Alex Ferguson, mais le manager un petit peu, point de vue presque entreprise, même si pour moi, un club de foot, c'est pas une entreprise, mais vraiment comment conjuguer les aspirations d'une entité pardon, sportive avec des besoins économiques administratifs. C'est le livre de Fabrice Bocquet. L'important, c'est les 3 points, une Oui. identité, une entreprise et des émotions. Fabrice Bouquet, qui aujourd'hui est dirigeant à l'OGC Nice, qui est passé par Lorient. J'ai eu la chance de l'interroger au sujet de ce livre et franchement, je trouvais qu'il était très complet, très intéressant. Et forcément, comment est-ce qu'un club comme Lorient réfléchit par rapport à sa stratégie, comment voilà naviguer un petit peu entre ces eaux troubles, Ligue 1, Ligue 2, comment prévoir. Lui, il raconte par exemple que le créneau, enfin l'ambition, c'était que même si le club descendait en Ligue 2, il fallait licencier personne. Et ça, je trouvais ça fort, c'est D'accord. comment finalement on anticipe sur des coûts, sur des Mm. transferts, comment ça se passe. Et je trouve que pour ceux qui aiment un peu ce côté business, le livre de Fabrice Bocquet est vraiment bien amené sur comment un club peut s'en... En fait, j'aimerais bien presque qu'il fasse une mise à jour avec, tu sais, toutes les histoires de droits télé, de Tu soucis et tout, m'étonnes. parce que franchement, je Ouais. souhaite beaucoup de courage. Mais voilà, je suis content aussi de son ascension parce qu'il est passé dirigeant à Nice. Et voilà, dans l'échange, tu sais, tu sens des fois des personnes qui sont compétentes, qui sont, Mm. voilà, vraiment à la place où elles doivent être. Et avec Fabrice Bocquet, c'était le cas. Et la mise à jour que j'attendrai moi sur ce bouquin, c'est comment fonctionner dans le cadre de la multipropriété quand on est Oui, une des composantes d'une galaxie qui, à un moment donné, tu passes de figure de proue du projet Ineos au foot à reléguer malheureusement à satellite pour Ineos parce que depuis le rachat de United par Radcliffe. Donc ça peut être intéressant on va dire les ajustements de curseur au niveau des contraintes budgétaires qui sont après derrière redescendues auprès du board niçois. et puis, Euh, si tu me permets oui, un dernier conseil plus particulier, Rafik, oui. euh, j'ai écrit un livre Ah pour les oui, jeunes.
tout à sur le fait. foot. Donc le football bien un doc, alors ce sera peut-être pas la cible de ton public, mais voilà, si jamais vous avez des jeunes, donc j'ai écrit on va dire vraiment un format court qui s'appelle Le Football, qui est aux éditions Milan Doc. Je remercie d'ailleurs eux parce que c'est ma première expérience en tant qu'écrivain. J'ai fait beaucoup de bonnes Mm. choses, mais je pensais pas faire voilà écrivain, encore plus pour les enfants. Mais voilà, c'est vraiment un livre. Voilà, il fait une trentaine de pages. On revient sur les grands joueurs actuels et anciens, les compétitions, les règles, l'évolution du sport, la place du foot féminin. Voilà, c'est un petit peu l'objet qu'on a fait. Et je peux te dire que j'ai écrit beaucoup d'articles. Par contre, écrire pour les enfants, c'est très compliqué. Il a fallu me reprendre parce qu'évidemment, je parle pas à un adulte comme à un enfant. Mm. Donc, c'est un exercice qui était très particulier, mais personnellement, j'ai bien aimé, ouais. Parfait. Et du coup, tu penses que c'est quelque chose qui peut être, entre guillemets, renouvelé, l'aventure littéraire, ou c'est quelque chose qui est encore assez loin et tu te donnes plus le temps de trouver le sujet qui va bien pour éventuellement nous gratifier d'un bouquin? Écoute, moi, franchement, j'adorais. Je sais pas trop sur quelle thématique m'embarquer et tout, parce que bah voilà, il y a beaucoup de choses à traiter. Après, Mm. si les maisons d'édition viennent me chercher, si on évoque ensemble un projet qui pourrait être pertinent, moi, évidemment, j'adorerais. Je pense qu'il y a beaucoup, comme je dis, de possibilités, de thèmes parfois pas assez évoqués, qui pourraient, pourquoi pas, susciter un intérêt littéraire. Mais quoi qu'il arrive, voilà, c'était une première expérience. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Et finalement, bah, moi, j'ai bien apprécié ce petit périple. Ben, ça peut être une idée cadeau sympa pour des plus jeunes, si on a des papas, des mamans qui nous écoutent, ou des personnes qui travaillent dans des clubs pour, on va dire, décorer les clubhouse. Ça peut être une idée sympa. Du- Exactement. et du coup, pour clôturer l'échange, est-ce que tu pourrais passer le relais à un journaliste ou un chroniqueur que tu souhaiterais entendre dans ce podcast et nous expliquer la raison de ton choix, s'il te plaît? Ouais, alors il y a beaucoup de personnes, je pense, qui pourraient t'intéresser et être susceptibles de répondre à cet échange qui se concentre sur l'importance de la littérature, du rapport au livre. Tout à l'heure, j'ai cité pas mal de, tu sais, de chroniqueurs, de youtubeurs foot, et quelqu'un comme Amax de Foot, que j'ai Mm, déjà eu le plaisir de recevoir pour un quiz, qui est très intelligent, très intéressant comme garçon. Je pense que ça pourrait être un bon moment avec lui s'il accepte, parce que je sais que c'est une personne cultivée qui parle beaucoup d'histoire du foot. Et justement, lui, son rapport à la littérature, est-ce que il se, voilà, où est-ce qu'il va trouver toutes ces informations? Est-ce qu'il va, voilà, fouiller dans des archives? Comment il fait? Et quel est son rapport à autant de bonne littérature? En plus, je sais que c'est un passionné de foot anglais. On l'a pas évoqué, mais évidemment, l'importance de la littérature foot anglo-saxonne. Nous, en mm. France, on a connu une belle évolution. On a de plus en plus de livres qui arrivent, mais c'est vrai qu'il y a 10-15 ans, c'était pas à la mode. Par contre, tu sais que de l'autre côté de la Manche, c'est quelque chose qui a totalement explosé avec énormément d'ouvrages. Et je suis très content, tu vois, qu'on ait pris petit à petit ce pli-là avec des éditeurs comme Hugo Sport qui se lancent, tu vois, de plus en plus dans l'aventure et la possibilité, voilà, j'ai pas aussi évoqué Solar, tout ça, mais Mm. d'avoir vraiment ce bonheur de pouvoir aller dans une librairie, de pouvoir avoir une offre assez conséquente. Et on parle pas seulement d'offres foot, hein, il y a beaucoup d'autres sports qui ont des bons bouquins, des bonnes histoires à nous offrir. Tout à fait. On voit qu'il y a un virage qui est bien, qui est en train d'être pris et avec une offre qui est grandissante. Donc on espère que ça va continuer dans ce sens-là, que c'est une industrie aussi quand même qui est un peu compliquée, mais que contrairement aux idées reçues, on a de plus en plus de personnes qui se tournent vers le livre. Donc il faut que ça continue dans ce sens-là. Et si on peut se rapprocher de l'offre anglaise, on va pas se, on va pas se faire prier, on va prendre avec plaisir. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Adrien pour le temps que tu nous as consacré. C'était hyper intéressant. J'ai passé un excellent moment et j'espère que celles et ceux qui vont écouter cet échange auront passé également un très bon moment. Bah écoute, merci à toi. C'était vraiment un plaisir d'échanger. Le thème était très sympathique, beaucoup de bons bouquins n'attendent que vous pour être
pour être lu. N'hésitez pas à avoir cette, comment on dit, cette curiosité, parce que c'est vrai que la littérature sportive en France, on est chanceux, je me répète, mais d'avoir de plus en plus de possibilités. Et bon courage, le meilleur pour la suite pour ton émission. Merci.